Vous êtes sur les ondes de Radio Poker qui vous est présenté en collaboration avec PrincePoker.com. Voici votre animateur, Fred Forget. Salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Radio Poker. Comment ça va? Avez-vous eu une belle fin de semaine de poker justement ou peut-être même aujourd'hui? Vous avez peut-être joué aujourd'hui, soit en après-midi ou vous vous apprêtez peut-être à jouer un peu plus tard dans la soirée. Mais bref, je suis content d'être en ligne avec vous et aujourd'hui, on va parler bien évidemment de poker. Alors, écoutez, il s'est passé pas mal de choses au niveau de l'actualité et je vais commencer tout de suite parce que j'en ai pas mal à dire, tant au niveau provincial qu'au niveau international. Et puis, après ça, je vais vous parler des 3 sujets qui vont être traités dans l'émission, soit la commandite, comment fonctionne la commandite au poker, qu'est-ce que c'est que la commandite aussi. Ensuite, je vais vous parler des types de joueurs que vous pouvez retrouver à une table de poker lorsque vous faites soit une session de cash game ou que vous jouez en live ou en ligne, ça ne change pas grand-chose. Et ensuite de ça, je vais parler de la vraie game, la vraie job d'un joueur de poker qu'un joueur de poker devrait faire lorsqu'il se présente à un endroit, un établissement pour jouer au jeu. Alors, sans plus tarder, je vais parler de l'actualité. Il s'en est passé pas mal des affaires. Étant donné que je fais une émission une semaine sur 2 maintenant, je peux couvrir un peu plus de choses. Donc, c'est pour ça que je vais avoir un peu plus de viande là, à vous donner à chaque fois que je vais faire des entrevues. Et en passant, avant de commencer l'actualité, j'aimerais vous dire que éventuellement, il y a des choses qui vont changer à l'émission. Je ne peux pas vous en dire énormément beaucoup, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une formule très intéressante qui s'en vient et on devrait voir ça très, très bientôt dans un avenir très rapproché. On parle de quelques semaines seulement. Et quand ça va être le temps de divulguer tout ce qui va englober l'émission, inquiétez-vous pas, vous allez en entendre parler, ça c'est sûr. Et j'ai bien hâte de vous en donner un petit peu plus. Mais je peux vous dire que le type de changement qu'il va avoir, c'est qu'il va éventuellement avoir un co-animateur qui va se joindre à moi pour parler un peu de tout. Il va avoir aussi des entrevues. Bref, je vous réserve la surprise pour un peu plus tard. Et si vous aimeriez, ou vous prévoyez, voyons, vas-tu le dire comme il faut? Je les parle aujourd'hui. Je pense que je n'ai pas bu assez d'eau. Attendez une seconde. Ah, OK. Alors, si vous aimeriez m'écrire ou contacter avec moi, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez le faire soit par courriel à radiopoker@live.ca. Sinon, sachez que Radio Poker a un groupe Facebook. Alors, vous avez juste à taper Radio Poker et vous allez voir le groupe apparaître éventuellement. Vous pouvez vous joindre au groupe aussi pour être à l'affût de toutes les informations qui peuvent soit se passer durant l'émission ou qui touchent l'actualité sur le web. Généralement, je fais un lien, un partage des informations que je juge pertinentes sur le groupe aussi. Alors, vous pouvez le faire. Si jamais vous connaissez des gens qui seraient peut-être intéressés à en connaître un peu plus ou être à l'affût de ce qui se passe sur le poker et que vous pensez que Radio Poker serait peut-être une bonne chose pour cette personne-là, parlez-en, c'est sûr et certain. La publicité bouche-à-oreille, c'est vraiment la meilleure pub qui peut se faire. Et invitez-le tout simplement à joindre le groupe Facebook. Comme ça, tout va être fait et la personne va pouvoir en profiter autant que vous. Donc là-dessus, écoutez, au niveau de l'actualité, ce qui se passe au Québec, vous savez, il y a quelques jours, quelques semaines, il y a eu un sondage qui a été mené parmi la communauté de PrincePoker.com à propos du joueur québécois de l'année 2013. Selon vous, quel est le joueur de l'année 2013? Eh bien, selon le sondage, c'est Jonathan Roy qui fut nommé joueur québécois de l'année 2013, devançant par un vote, juste un vote seulement, Charles-Alexandre Sylvestre qui, si je peux vous le rappeler, avait remporté entre autres un bracelet et une bague des séries mondiales de poker l'année dernière. Je pense que la régularité de Roy lui aurait permis de ravir le titre.
lui qui avait empoché plus d'1 million de dollars en 2013. Radio Poker, donc, tient à le féliciter, bravo Jonathan, et ainsi que tous les autres joueurs en lice qui ont été en lice lors du sondage. Le 12 janvier dernier avait eu lieu la finale de la Ligue de Saint-Eustache au Playground Poker Club de Kahnawake. Il y a 49 joueurs présents qui s'étaient qualifiés à l'événement, qui a été remporté par Alain Saint-Pierre et Daniel Roireau, qui avaient décidé de se partager les bourses. Le 14 janvier avait lieu l'inauguration de la Ligue Sainte-Rose Poker sur la Rive-Nord de Montréal. Au total, il y a eu 116 entrées qui furent enregistrées pour l'occasion et le grand vainqueur a été Soso. Bravo à Sainte-Rose Poker et nous vous souhaitons un bon succès dans le futur. Pour plus d'informations à propos de la Ligue, vous pouvez toujours téléphoner au 514-962-7381 ou aller sur la page le Sainte-Rose Poker sur Facebook. Le 15 janvier dernier, la Ligue de poker RDR de Saint-Hyacinthe tenait son premier tournoi de la nouvelle saison. Et au total, 101 joueurs s'y étaient inscrits et le gagnant fut Yann Bouteau devant Michel Leblanc et Simon Bilodeau. Dans la Ligue Pure Poker, ça c'est une ligue qui occupe des activités en Mauricie, en Outaouais et aussi à Chaudière-Appalaches. Et eh bien, le champion trimestriel de la Mauricie fut Robert Dupuis. Donc, je tiens à féliciter tous les gagnants de ces tournois-là. Et il y a un événement spécial, un tournoi au profit du Club Optimiste de Louisville qui aura lieu au Kiorama de Grand-Pré, au 991 Saint-Laurent-Ouest à Louisville. Ça va être dimanche le 2 février. Les inscriptions commencent à 12h30, mais le tournoi débute à 13h. Si vous voulez plus d'infos, contactez André Pichette au 819-384-0157. Il y a aussi certaines ligues que je n'avais pas parlé durant les émissions précédentes. Il y a des ligues qui existent et qui font des activités. Donc, vu que je n'en ai pas parlé dans les émissions précédentes, je vais quand même leur faire une petite publicité pour, en fait, peut-être mousser un peu plus les participants, la participation à ces endroits-là. Tout d'abord, il y a la Ligue de poker du Grand Tronc, ou si vous préférez le LPGT, qui se passe au bar Le Grand Tronc de Saint-Hyacinthe les mardis à 19h. Ils ont d'ailleurs une page Facebook, Ligue Poker du Grand Tronc. Ça existe. Il y a le Billard Le Tox de Saint-Hyacinthe aussi, qui organise des tournois les vendredis à 19h et les dimanches à partir de 13h30. Aussi, dans le coin de Blainville, il y a le Poker Elite de Blainville, plus précisément à l'Hôtel Le Mirage, qui organise des tournois les mardis et jeudis à 19h30. Ils ont d'ailleurs une page Facebook. Et il y a le Poker Sherbrooke, qui, eux, organise, c'est-à-dire des tournois du mercredi au dimanche à 19h30 et eux aussi ont une page Facebook. Donc, si jamais vous aimeriez avoir plus d'informations, vous savez comment me rejoindre. Vous pouvez m'écrire et moi, je vous refilerai des informations pertinentes à ce niveau-là. Au niveau international, vous savez que dernièrement, il y a eu le Caribbean Poker Adventure 2014, ou si vous préférez, le PCA. Et c'est le Polonais Dominik Pańka qui a remporté le tournoi principal de l'événement le 13 janvier dernier contre le jeune Canadien Mike Timex McDonald. Le Québécois Pascal Lefrançois a quant à lui terminé son excellent tournoi au 7e rang. Pańka a donc empoché plus de 1,4 million, en plus de recevoir une montre Slide d'une valeur de 5 550 €. C'est drôle, hein, parce que moi, j'ai regardé l'événement du Poker Caribbean Adventure, le main event. J'ai écouté le jour 3, 4, 5 de A à Z. J'ai adoré ça. Et j'aurais trouvé ça drôle que Mike, surnommé Timex McDonald, remporte le tournoi et gagne une montre Slide aussi. Je trouvais ça juste loufoque. Mais si jamais vous n'avez pas vu la finale, le heads-up entre Pańka et Mike McDonald, c'était excellent. D'ailleurs, la dernière main, Mike McDonald était à une carte de remporter une deuxième fois un EPT. Ça aurait été le seul joueur de l'histoire à l'avoir fait. Malheureusement, un classique. Il y a un as qui est tombé sur la river qui a donné la victoire à Dominik Pańka. Toujours au PCA, il y a l'Américain Jake Schindler qui a remporté le titre au tournoi High Roller de 25 000 $ devant Craig Merson et la championne défendante Vanessa Selps.
Notons que Selps a d'ailleurs eu un excellent séjour aux Caraïbes en empochant près de 1,4 million en bourse, ce qui la met en tête du classement des meilleurs joueurs de l'année en cours. Ça, c'est quand même fou. Elle a eu tout un séjour incroyable. Elle a eu, écoute, les bourses 1,4 million, c'est pas rien. Et franchement, là, elle commence très bien l'année et j'espère qu'elle va pouvoir remporter le titre. Pourquoi pas? Pourquoi pas qu'une femme ne pourrait pas remporter le titre de meilleur joueur de l'année? Je pense que Vanessa Selps est la meilleure candidate pour remporter ce titre-là et je lui souhaite bonne chance. Vous savez, dernièrement, le 18 janvier dernier, il y a un cauchemar que tout organisateur de tournoi s'est produit. En fait, il y a un cauchemar que tout organisateur de tournoi ne veut pas voir, mais ça s'est quand même produit au Festival hivernal du poker au Borgata de New Jersey. Le tout premier tournoi de la série, parce qu'il y a comme une série de tournois qui se font durant l'événement, les tournois d'hiver. Le tout premier tournoi de la série, un événement du No Limit Hold'em, garantissait 2 millions de dollars. Il a été compromis par l'ajout de faux jetons de 5 000. Jusqu'à 1 million en valeur de jetons aurait été introduite frauduleusement dans le tournoi. Le jeu a été suspendu à l'aube du troisième jour qui devait débuter le 17 janvier à midi. Il y a eu une halte de 24 heures qui fut demandée par l'organisation afin de repérer les coupables et de trouver une solution. Et finalement, le 18 janvier, un communiqué est publié et on apprend que la New Jersey Division of Gaming Enforcement a ordonné l'annulation pure et simple du tournoi à cause de l'investigation en cours. Et il y avait encore 27 joueurs qui demeuraient toujours en lice sur les gigantesques total de 4 812 participants. Quand une brique te tombe sur la tête, là, c'est pas le fun. Et je peux comprendre un peu le mouvement de panique du Borgata parce que c'est correct qu'ils continuent quand même à organiser les autres tournois qui étaient déjà cédulés, qui renforçaient la sécurité. Mais c'est quand même un événement, un scandale assez important. Je veux dire, la dernière chose que tu veux dans un établissement, surtout un casino, c'est d'avoir une image entachée. Même s'ils organisent encore les événements qui s'en viennent ou qui sont en cours, moi, si j'étais joueur américain, j'attendrais d'avoir les résultats avant de mettre une scène dans ce casino-là. Mais bon, il y a des gens qui y vont, les participations ont l'air d'être quand même bonnes, alors je souhaite bon succès au Borgata, mais j'avoue que c'est à suivre. Il va y avoir sûrement du développement et je vous tiendrai au courant en temps et lieu là, sur ce qui se passe. Donc, c'est pas mal tout ce qui se passe au niveau de l'actualité. Alors là, je vais vous parler de brièvement, parce que je ne pourrais pas étaler ça pendant des heures et des heures, mais je vais vous parler de la commandite. C'est quoi une commandite? Il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi. J'ai parlé avec un joueur il y a quelques semaines à propos des buy-in dans des tournois, puis le joueur m'avait dit « Ah, écoute, il y a un tournoi qui m'intéresse à faire la semaine prochaine, mais Colin, c'est cher, puis bon, ça me freine un peu. » Et là, j'ai dit « Ben, ça ne tente pas de te faire commanditer, fais-toi commanditer à la place. » Puis là, j'ai vu comme un gros point d'interrogation apparaître dans sa face. Et je savais que là, il n'y avait aucune idée de quoi je parlais. Vous savez, la commandite, c'est quelque chose de très fréquent au poker, surtout chez les joueurs professionnels. Pour la simple et bonne raison que la commandite augmente la possibilité de gain dans un tournoi lorsque plusieurs joueurs impliqués. Une commandite, c'est lorsqu'une personne décide de payer une partie ou la totalité d'un prix d'entrée à un joueur en retour d'un pourcentage sur les gains. Donc, un joueur peut avoir un ou plusieurs commanditaires et le pourcentage peut varier, mettons, en moyenne entre 10 et 50 %, tout dépendant du type d'entente agréée entre les deux parties. Comment ça fonctionne? Je vais vous donner un exemple bien simple. Mettons que moi, je décide de faire le tournoi Main Event au WSOP. L'entrée principale du Main Event, c'est 10 000 $. Je décide d'y aller avec 9 autres de mes amis. Et on se décide de se commanditer mutuellement. On se dit, bon, écoute, moi, là, je vais commanditer chacun de vous autres à 10 % et chacun des joueurs va aussi commanditer 10 % sur les autres joueurs. Ce qui veut dire que sur le 10 000, ben, chaque joueur a remis 1 000 $ à chaque. OK? Ce qui fait que le retour d'investissement est de 10 %. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que si moi, je m'inscris,
je fais le tournoi, ben je sais que si je perds, je suis éliminé, j'ai encore 9 possibilités de me rendre dans les bourses et 9 possibilités supplémentaires pour me rendre jusqu'à la table finale et éventuellement peut-être gagner le tournoi. Et c'est fréquent. Donc, il y en a qui le font. Ça peut être, il y a des gens qui peuvent demander un 10% d'investissement en retour de 10%. Il y en a qui peuvent demander un 5% d'investissement pour un retour de 10%. C'est vraiment selon, hein, c'est selon les goûts. Il y a même des gens qui se font commanditer la totalité du tournoi. Mettons, moi, je connais quelqu'un qui va aller faire un tournoi à 5 000. Je dis, ben, gars, je vais te payer ton 5 000, je vais te payer le prix d'entrée, mais si jamais tu es dans les bourses, je veux 50% de ce que tu gagnes. Ça aussi. Donc, c'est selon les deux parties, là, la bonne entente que les deux parties peuvent avoir. Donc, en gros, c'est ça la commandite. C'est pas bien compliqué. Et si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'écrire. Et puis, on pourra en discuter à ce moment-là. Maintenant, je vais vous parler des 5 types de joueurs qui peut avoir à une table de poker. Vous savez, il y en a 5. Moi, j'en ai calculé 5, là. Et en fait, j'en ai calculé juste ça comme si c'est moi qui avais fait la recherche. C'est pas vraiment moi qui l'ai fait, donc je prends aucun mérite là-dessus. J'ai aucun mérite à faire ça. Mais non, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a Phil Hellmuth qui avait écrit un livre, dans lequel il disait que avec une bonne observation, on peut détecter jusqu'à 5 types de joueurs différents à une table de poker. Et je vais vous en parler en détail. Puis je vais vous parler aussi du type de stratégie que vous pouvez avoir contre ces joueurs-là. Mais, avant, on va aller faire une petite pause musicale. Et puis, je reviens tout de suite après. Cette émission vous est présentée en collaboration avec princepoker.com. Avant la pause, je vous avais parlé que Phil Hellmuth avait déjà écrit un livre dans lequel il expliquait que si on était moindrement attentif et observateur, on pouvait déceler 5 types de joueurs à une table de poker. Généralement, ces types-là se définissent quand même relativement bien, un par rapport à l'autre. Et si moindrement vous creusez un peu là, votre observation à une table, ça peut être facile à ce moment-là pour vous de caractériser ou d'étiqueter un joueur selon les 5 types que je vais vous parler. Les types de joueurs sont nommés avec des noms animaliers. Je trouve ça drôle, je trouve ça coquin, à la limite. Mais c'est bien parce que ça permet de bien définir ou de bien diviser les joueurs un par rapport à l'autre. Le premier joueur qui est identifié, qui peut être facilement identifiable, c'est le chacal. Le chacal est un joueur qui joue large et agressif, puis qui relance constamment. Vous en connaissez, c'est sûr des joueurs qui sont comme ça. Moindrement que le jeu commence, les cartes sont tombées. Avant même que le flop sorte, il y en a toujours un qui relance non-stop. Et ce n'est pas nécessairement par rapport à sa position, mais c'est de façon régulière. Donc, ça veut dire que ce joueur-là joue avec un jeu forcément plus ouvert que la moyenne. Il a tendance à gagner beaucoup de mains, c'est normal parce qu'il voit plus de flops. Il est donc très agressif. Sur le long terme, par contre, un chacal est quand même perdant à cause justement de sa trop grande agressivité. C'est bon des fois de prendre des chances, d'essayer de voler les blinds, d'essayer de voler le pot, surtout quand les NT embarquent. Si je parle en termes de tournoi, là, bien sûr. Là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut être capable de s'arrêter. J'avais dit dans une autre émission, dans les qualités, les plus grandes qualités qu'un joueur, un trait de caractère qu'un bon joueur de poker devrait avoir, c'est l'agressivité, oui, mais il y a une différence entre, je dirais, comment je pourrais dire ça, la bravoure. Parce que, tu sais, dans le fond, être agressif sans cesse, c'est comme être brave, puis dire, moi, je m'ouvre au front, j'ai pas peur de rien, puis rien qui me fait peur.
et d'avoir une certaine agressivité calculée. Le chacal, lui, l'agressivité calculée, oubliez ça. Il n'y en a pas. Lui, tout ce qu'il fait, c'est je raise, ou s'il y a un raise, ben, je vais re-raiser et je vais remporter les mains là-dedans. J'en ai vu, j'en connais des joueurs qui sont comme ça. C'est plate parce que là-dedans, il y a des très, très bons joueurs qui connaissent bien les termes de jeu et qui connaissent bien la thématique de la game, mais parce que leur agressivité est tellement grande qu'ils se font jouer des tours à chaque fois. La meilleure stratégie contre un chacal, je vais vous le dire, là, c'est de suivre ou de relancer sur une très bonne main. Si vous avez un monster, une paire de valets en montant, pas de valets de dames, de roi, d'as, c'est sûr que si vous avez un chacal devant vous qui relance, bien, vous devez absolument relancer ce joueur-là. Sinon, bien, vous pouvez juste le suivre, parce qu'en le suivant, ça peut être excessivement payant. Et donc ça, c'est la meilleure stratégie. Un autre type de joueur qui existe, on appelle ça l'éléphant. L'éléphant, c'est un suiveux par excellence. Lui, là, il y a une expression anglaise qui dit le calling station. C'est en plein l'image de l'éléphant. Un éléphant va toujours penser d'un qu'il y a une main qui peut être bonne, mais ce n'est pas un joueur qui est dangereux parce qu'il va juste caler et caler toutes les mises qui sont faites. Au pre-flop, s'il y a du monde qui l'impine, il n'y a pas de raise, il va caler pour aller voir le flop. Vous faites un raise, ben, il va peut-être caler aussi pour aller voir le flop, en pensant que peu importe la main qu'il y a peut-être des chances de gagner. Donc, c'est un joueur qui est très généreux et je vous dirais que la meilleure stratégie à avoir contre un éléphant, c'est très simple, c'est miser, puis miser encore. Surtout si vous avez frappé sur le flop ou que vous avez une main quand même très bonne au pre-flop, gênez-vous pas. De toute façon, lui, c'est très rare qu'il va prendre le devant. L'éléphant ne prendra jamais le devant sur un jeu. Alors, vous autres, ben pour vous, ça peut vous donner un indice. Si vous relancez pre-flop, il call, vous bettez sur le flop, il call, sur le turn, vous bettez, il call. Ben là, peut-être qu'au turn, là, il devrait peut-être avoir une petite lumière dans votre tête là, qui devrait s'allumer et me dire, bon, OK, j'ai frappé, mais j'ai pas nécessairement la meilleure main, mais lui, il a callé. Il a callé avec quoi? Tu sais, un joueur éléphant, là, ça peut avoir n'importe quoi, au même titre que le chacal. Donc, il faut être vigilant, mais je vous le dis, misez, et l'éléphant va se porter généreux. Moi, j'aime mieux qu'un éléphant me donne son jeton que donne les jetons à quelqu'un d'autre. Alors, quand vous avez spoté un éléphant, essayez de jouer le plus souvent contre lui. Un autre type de joueur, c'est la souris. Oui, la petite souris. La souris, elle, c'est un joueur qui fait un jeu très conservateur, un jeu très serré. Il joue seulement des très bonnes cartes. Si jamais ce joueur-là fait une relance, elle fait probablement avec une paire d'as, une paire de rois ou as-roi suited ou quelque chose du genre, là, as-queen ou quelque chose, une bonne main. Donc, quand vous voyez une souris faire une relance, là, attelez-vous en espérant que vous ayez une main qui pourrait lui tenir tête. Et donc, c'est un joueur qui est serré. Donc, si un joueur qui est serré, même très serré, je dirais que la meilleure stratégie contre la souris, ça serait surtout de relancer quand c'est à vous à parler, mais de relancer surtout lorsqu'elle est dans les blinds. C'est facile de voler les blinds à une souris. Parce que même si elle est big blinds, si elle jure qu'elle n'a pas une main pour aller plus loin, elle va jeter ses cartes parce qu'elle ne se posera même pas la question et les jetons vont être allés direct dans vos poches. Donc, ça, c'est un joueur, le type de joueur que vous devriez essayer de découvrir le plus vite possible à une table. Puis quand vous le savez, là, c'est qui, là? Là, c'est le fun parce que là, tout est permis et vous pouvez sortir une certaine agressivité là-dessus. Le prochain joueur, le type de joueur, on l'appelle le lion. Le lion, c'est un joueur très dangereux. Il joue serré puis il est agressif. C'est le type de joueur à une table de poker qui peut faire excessivement mal et qu'il faut absolument se méfier. Il y en a parmi vous qui se reconnaissent, il y en a qui savent qu'ils sont des lions, il y en a d'autres qui ne savaient peut-être pas jusqu'à temps que j'en parle. et ceux qui ne le savent pas puis qui n'écoutent pas l'émission, ben tant mieux, parce que ça va vous donner un plus à une table à ce moment-là.
Un lion a du flair, puis il est capable de reconnaître si on le bluffe ou non. Il a un très bon sens de l'observation, puis il sait quand il doit se coucher ou relancer. Je vais répéter la phrase, là. C'est un joueur qui sait se coucher ou relancer. Ça veut dire qu'un lion est très discipliné. Si jamais il juge que sa main, même si une paire de rois, s'il juge que sa main ne vaut plus grand-chose ou qu'il y a des chances de faire une immense perte selon la situation qui se présente devant lui, il va être capable de coucher sa main et puis il ne se sentira pas mal à l'aise de le faire. Alors, un lion, là, c'est ça. Et la meilleure stratégie pour jouer contre un lion, c'est de bien calculer vos gestes et de jouer son style. C'est sûr que si vous êtes un joueur débutant qui n'a pas beaucoup d'expérience, ça prend quand même du guts pour se mesurer à un lion. Mais le lion, lui, il est très patient. Il va être capable d'attendre son tour quand ça va être le temps. Puis le moment où il va être capable de sortir la griffe, il va sortir. Puis ça peut faire bien mal. Mais si jamais vous pensez être capable de jouer un style de lion, c'est là que la vraie game commence. Et c'est là que c'est intéressant. Parce qu'un lion est capable de comprendre les subtilités de la game, puis il est capable de décortiquer le type de langage qu'un autre opposant pourrait lui envoyer. Mais si vous êtes capable de rentrer dans sa bulle, puis de jouer le style de jeu que lui joue, là, ça va un peu brouiller les cartes. Et vous allez peut-être pouvoir prendre le dessus sur ce joueur-là à ce moment-là. Donc, c'est intéressant, le lion. C'est très dangereux. Faites attention quand vous jouez contre un lion. Vous en trouvez un dans votre table, c'est pas pire, mais quand il y en a 3-4 sur une table de 8 ou de 10, attelez-vous parce qu'il va y avoir de l'action à la table, ça c'est sûr et certain. Le dernier type de joueur qui existe, c'est l'aigle. Ça, c'est des joueurs d'exception. C'est généralement des joueurs qui sont professionnels. Ils sont capables de prendre, pas de prendre, mais de comprendre les patterns de jeu de quelqu'un et de reconnaître ses faiblesses quand il y en a. Il est capable de décortiquer, de scanner dans le fond un joueur et dire, OK, ses faiblesses, c'est ça, et son pattern de jeu, c'est ça. Dans telle situation, il agit comme ça. Dans telle situation, il agit autrement. Et c'est ça. Il est capable de se faire une liste. Et un aigle a une excellente mémoire. Donc, il est capable non seulement de comprendre, de décortiquer, de faire un profil psychologique d'un joueur, mais il est capable aussi de se rappeler les types de mains qu'il a joué, les genres d'habitudes que ce joueur-là prend dans telle ou telle situation, selon sa position, selon les cartes qu'il peut avoir, selon les mises qu'il fait. Alors, un aigle, c'est un joueur vraiment d'exception. La meilleure stratégie contre un aigle, c'est pas compliqué, là. C'est de maîtriser l'art du poker avant tout et surtout avant de se frotter à lui. Vous pouvez prendre des risques. Vous pouvez gagner aussi contre un aigle. Je veux dire, tout le monde peut gagner contre un aigle. Mais je peux vous dire qu'à la majorité du temps, l'aigle va quand même vous gratter un petit peu de temps en temps le dos. Puis éventuellement, avant que vous vous en rendez compte, il va déjà avoir pris quasiment tout votre butin. Puis ça va être trop tard pour réagir. La job va être déjà faite. Puis c'est une question de temps avant que vous soyez éliminé. Donc, alors si vous êtes un lion, c'est très intéressant de jouer contre un aigle. Si vous êtes un aigle, je dirais que c'est quand même intéressant de jouer contre un lion et vice-versa. Donc, un aigle, c'est ça. C'est un joueur d'exception qui est très, très précis et qui est capable d'avoir une bonne idée de ce que vous avez de l'air quand vous arrivez à la table. Donc, c'est les 5 types de joueurs qui existent que vous pouvez retrouver. Vous pouvez prendre des notes sur ce que je viens de dire, de faire peut-être un petit portrait. Même sur Internet, je pense que vous pouvez trouver ce genre d'informations-là. Prenez des notes, puis essayez-le quand vous entrez jouer au poker. Quand vous allez à une table, vous vous présentez avec des joueurs que vous connaissez nécessairement peut-être pas, ou même des joueurs que vous connaissez mais que vous n'avez jamais porté vraiment attention. Puis essayez de savoir qui à la table est un chacal, qui est une souris, un éléphant, qui a le rôle du lion. Puis il y a peut-être un aigle aussi sur la table, puis vous ne le savez même pas, mais c'est à vous à ce moment-là d'essayer de le découvrir. Donc, écoutez, là-dessus,
On va faire une autre petite pause musicale, puis après ça, je vais vous parler de ce qui touche vraiment la game. C'est quoi la vraie job d'un joueur de poker quand il arrive à une place pour jouer? Et c'est pas mal plus que juste regarder des cartes puis de jouer des jetons. Cette émission vous est présentée en collaboration avec PrincePoker.com. Le poker, c'est plus que de la chance. Il y a un joueur professionnel et commentateur de Late Night Poker aux États-Unis qui avait déjà dit dans un article que le poker est une combinaison de chance et de compétence. Et que les gens croient que maîtriser l'aspect compétence est difficile, mais dans le fond, ils se trompent. Le vrai truc au poker, c'est de maîtriser la chance. Ça fait un peu loufoque de dire ça, mais il y a pas mal raison. Et c'est Jesse May qui avait dit cette phrase-là dans un article. Et comment qu'on peut maîtriser la chance? Ben, c'est par une observation accrue et constante. C'est ça la vraie job d'un joueur de poker. C'est bien de connaître les termes, c'est bien de connaître le déroulement, c'est bien de connaître les fonctionnements de mise. C'est quoi un continuation bet, c'est quoi un value bet, c'est quoi un re-raise. Bon, peu importe. C'est bien. Mais la grosse job, et c'est ça qui est le plus difficile à faire, c'est d'observer. Tant par la vue que par l'ouïe. Entendre, écouter ce qui se passe. Et la vraie job d'un joueur de poker devrait commencer, pas nécessairement quand il s'assoit à une table et que le jeu commence. Ça devrait commencer quand vous êtes dans le stationnement puis quand vous sortez de votre auto. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, toutes les informations que vous pouvez mettre la main dessus peuvent vous servir plus tard dans le tournoi. Exemple. Je arrive dans un tournoi, j'arrive au parking, je stationne mon véhicule, je sors de l'auto et en m'en allant vers l'établissement dans lequel je m'apprête à aller jouer, il y a 3 personnes qui marchent en parallèle à moi qui est un peu plus loin et j'entends leur conversation. Dans la conversation, il y a un des gars qui discute avec ses chums puis que, bon, il est en train de dire qu'il a fait 10 heures d'overtime en 2 jours, qu'il est fatigué. Qu'après ça, après sa soirée, il y a une fille qui l'attend, il y a une date. Peu importe, c'est jamais épais, là. Mais ça, ces informations-là, là, c'est des informations qui peuvent, si vous décortiquez un peu, là, ça peut être excessivement important dans le tournoi. Parce que d'un, ça indique que le joueur est peut-être fatigué. S'il est fatigué, probablement qu'il va être sur un tilt en partant parce qu'il ne sera pas capable d'attendre que le jeu vienne à lui, mais plutôt que lui va créer le jeu à sa place. Ça peut être un joueur qui va prendre des mauvaises décisions parce qu'il n'y a pas nécessairement la tête dans le game, mais il y a plus la tête sur la fille qui se posait de rencontrer en fin de soirée. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? Puis quand vous marchez vers un établissement, c'est sûr qu'il y en a une gang, 3, 4, peut-être 5, peut-être moins, peut-être plus, qui sont proches de la porte, en train de fumer. Et là, ils parlent poker. Mais quand ils parlent poker, ils donnent de l'information à ce moment-là. Quand vous rentrez dans l'établissement, vous allez vous enregistrer, il y a déjà du monde qui sont là, il y a un petit line-up, peu importe. Vous devez absolument mettre la main sur tout ce qui se passe et tout ce qui se dit. C'est difficile à faire. Il faut énormément de discipline. Mais une fois que vous avez développé ce réflexe-là au point à ce que ça devient naturel, vous n'avez pas idée à quel point ça peut vous faciliter la tâche lorsque vous jouez. Puis quand vous jouez justement au poker, vous, personnellement, vous faites quoi? Est-ce que vous jouez avec tout le monde? Est-ce que vous regardez la télé une fois que vos cartes sont jetées? Est-ce que vous textez sans cesse sur votre téléphone intelligent avec des amis ou même peut-être la fille auquel vous avez peut-être une date en fin de soirée? Est-ce que vous lisez un livre ou un magazine de poker? Est-ce que vous mangez, vous commandez un bon snack à la table pour renflouer un peu votre estomac? Est-ce que vous enfilez vos écouteurs pour vous enfermer dans votre bulle? Vous savez, un joueur là, qui connaît du succès est un joueur qui observe et écoute. Un conducteur ne peut pas se rendre du point A au point B les yeux fermés. Toutes les informations que vous pouvez détecter à votre table peuvent vous aider à améliorer votre sort. Qu'importe si vous faites du cash game, un tournoi live ou même en ligne. Peu importe, il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Être attentif au poker, c'est difficile, mais l'exercice peut faire toute la différence. Et je vais le répéter.
Vous savez, selon moi, là, le poker se divise en deux. Il y a 75% du jeu qui représente la compétence, puis il y a 25% du jeu qui représente la chance. Puis ça, c'est mon opinion, là. C'est ce que moi je pense. C'est très personnel. Si vous êtes d'accord avec ça, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ben c'est bon aussi, là. Les opinions sont bonnes et sont aussi valables l'un l'autre. Pour moi, le 25%, là, dans le 25% de la chance, là, ben, vous devez dépenser 80% de votre énergie dans ce que vous faites à une table de poker. La job la plus difficile, c'est pas nécessairement de jouer la main que vous avez reçue pre-flop. C'est pas nécessairement une relance qu'un joueur a faite puis vous vous demandez si je devrais caller ou non. C'est d'être capable d'analyser tout ce qui a amené à ce geste-là. Et c'est d'être capable aussi de comment je pourrais dire ça, d'emmagasiner tout en étant à l'affût de ce qui se passe. Quand vous jetez vos cartes, là, c'est ça qui est le plus difficile. C'est quand vous jetez vos cartes, c'est là que la vraie job commence. Quand vous regardez la TV, là, ou quand vous jasez avec des amis à une table, là, vous perdez un nombre incalculable d'informations. C'est pas parce que vous n'êtes pas impliqué dans une main que ce qui se passe n'a pas une valeur. La valeur des informations qui circulent selon les tells, selon les discussions que les autres joueurs peuvent faire à la table, selon les réactions que les joueurs peuvent faire quand ils sont impliqués dans la main, que ce soit gagnant ou perdant, peu importe. Ça vaut bien plus que les jetons que vous avez devant vous. Les jetons que vous avez devant vous, là, c'est comme une petite armée, des petits soldats. Une fois de temps en temps, vous les envoyez dans les tranchées, là, puis au front, puis les autres essaient de faire la job du mieux qu'ils peuvent pour être capables de vous en ramener d'autres. Mais pour être capable de vous donner la chance d'en ramener d'autres, bien, les petits soldats, ils ont besoin de fusils, ils ont besoin de balles, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'équipements de protection. Puis tout ça, là, ça peut être fait par l'écoute et l'observation. Il y a des joueurs, honnêtement, là, il y a des joueurs dans des tournois que j'ai faits et il y a des joueurs dans les tournois que je vais faire ou les sessions de cash game que je vais faire dans le futur, là. Il y a des joueurs que je ne joue même pas mes cartes. Bon, je ne vous dirai pas qui. C'est sûr, je garde ça pour moi. Mais il y a des joueurs que je sais que je n'ai même pas besoin de jouer mes cartes. Alors, j'ai beau les regarder, pour moi, ça ne changera rien. Ce que je vais jouer, c'est le joueur. Le reste, pour moi, c'est superficiel. Puis quand vous êtes rendu à faire ça, là, que c'est le fun. Ah, là, vous avez un fun noir. Vous avez un fun noir. Puis c'est le fun parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Alors, vous pouvez les réutiliser cette façon-là de faire vitam aeternam, tant aussi longtemps que les joueurs sont là. Allez-y, à grande pelletée, gênez-vous pas. Vous savez, les tells, le langage, là, quand je dis les tells, là, je parle du langage corporel, puis c'est aussi appelé la synergologie, parce qu'il y a une science, hein? La synergologie existe. Et tout ce que vous pouvez observer et écouter là, chez un individu va vous permettre d'aiguiser votre prise de décision. Quand il y a un enjeu important dans une main, vous êtes à la table finale, il y a eu un raise, le pot est quand même gros, vous avez re-raisé, il a callé, le flop tombe, et là, il y a un enjeu. Vous savez que si vous y allez au complet, vous pouvez vous faire éliminer, mais vous pouvez aussi vous refaire énormément et là, prendre une position très confortable dans le tournoi pour vous rendre jusqu'au bout. Bien, avec l'observation et l'écoute, vous allez pouvoir aiguiser ces prises de décision-là. Ça peut prendre du temps, mais des fois, ça vaut la chandelle. Et si jamais vous n'avez pas développé ce genre de réflexe-là, faites-le pour le fun. La prochaine soirée de poker que vous faites, là, concentrez-vous sur « OK, moi je fold, je jette mes mains » et concentrez-vous sur tout ce qui se passe. Puis, vous savez, c'est important n'importe quand, même lorsqu'une pause arrive. Parce que généralement, les gens disent « OK, c'est la dernière main avant la pause. » Vous regardez vos cartes, bouette, c'est à moi à jouer, je jette mes cartes, je me lève, puis je m'en vais. Ben non, restez là, parce qu'il va y avoir de l'action, c'est sûr et certain. Il y a sûrement un joueur qui va vouloir être un peu plus agressif que d'habitude, parce qu'il sait que généralement, les gens, justement, ont tendance à folder leurs mains parce qu'ils s'en vont en pause. Mais si jamais il y a deux joueurs qui décident de tenir tête, puis qui jouent quand même quelque chose de gros, puis qu'il y a un enjeu, au point où il y a peut-être un joueur qui peut s'éliminer sur votre table,
Là, c'est de l'information que vous ne voulez pas perdre. Parce que le joueur qui va avoir gagné, lui, il va être attelé, là. Mais si vous restez là pour le regarder, puis analyser comment il joue, puis voir peut-être la main qu'il a jouée, puis dire « Ah, il y avait cette juste main-là, pourtant il a fait telle affaire. Ah, OK, fait que là, est-ce que c'est un pattern qui peut se répéter? » Bien évidemment, c'est sûr. Prenez des notes. Il y a différentes façons de prendre des notes. La majorité des téléphones intelligents à cette heure, ils ont comme un dictaphone intégré. Alors, quand la pause arrive, allez prendre de l'air, prenez une petite marche, enregistrez-vous. Ah, telle main, tel joueur, telle position, telle table, nanana, c'est pas ça telle affaire, je soupçonne que, nanana. Faites-vous une petite analyse là, des joueurs. Puis, une fois que vous l'avez fait, ben si vous avez des écouteurs, mettez-en rien qu'une dans votre oreille parce que vous soyez capable d'écouter ce qui se passe à la table. Mais mettez-en juste une dans vos oreilles et réécoutez ce que vous avez enregistré. Alors, tant aussi longtemps que le joueur est là, ben, ce que vous écoutez peut peut-être valider justement dans le futur ce que le joueur fait. Alors, vous serez peut-être en bonne position pour faire une meilleure définition de ce joueur, un meilleur profil de ce joueur-là. Vous allez peut-être justement pouvoir dire « Ah ben lui, c'est un chacal. Ah ben lui, c'est une souris. Lui, c'est un lion. Et lui, c'est définitivement un aigle. » Alors, mettez ça en pratique, vous allez voir, c'est bien important. Mais je vous le dis, c'est quand vous jetez vos cartes, concentrez-vous sur la game. Si jamais vous avez fini un tournoi et vous êtes fatigué, là, mais si vous avez la tête en compote, ben tant mieux, parce que ça veut dire que vous avez fait exactement ce qu'il fallait faire. Vous avez réfléchi, vous avez analysé, vous avez décortiqué. Et ceux qui pensaient que le poker, c'est un jeu facile, c'est juste un jeu de cartes, je suis désolé, c'est pas vrai. Il faut du travail. Et pensez pas que les joueurs professionnels sont rendus là juste parce qu'ils sont chanceux et qu'ils ont gagné à un moment donné un gros montant. Non, ça n'a rien à voir. Ils ont travaillé fort pour arriver là. Puis quand ils ont commencé à jouer, puis ils étaient aussi mauvais que n'importe qui d'autre qui a commencé à jouer dans le monde. Mais ils ont appris à se discipliner, à analyser, à comprendre, à décortiquer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand eux font leur propre analyse sur les joueurs qui sont devant eux, c'est quasiment un réflexe naturel. C'est facile. Écoutez, c'était pas mal tout aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé l'émission. J'espère que vous avez trouvé ça pertinent aussi, toutes les informations que je vous ai données. Et puis, nous autres, on va se revoir dans 2 semaines, soit en début février. Alors, d'ici là, passez une belle semaine. Soyez prudents. Amusez-vous au poker, bien évidemment. Et nous, on se revoit très bientôt. Salut! Cette émission était une présentation de PrincePoker.com.